Et salut, Privyet, bienvenue à bord de cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de mes favoris culturels russes et russophones du moment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis passionnée par la culture russe, et ces dernières semaines j'ai accumulé plein de pépites culturelles qui m'ont passionnée, que j'ai adoré, et je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser, donc je vais les partager avec vous aujourd'hui. En plus de ça, ça va me permettre de me mettre un peu de baume au cœur, parce qu'il y a très exactement un an, à cette même heure où je vous parle, j'étais au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en train d'observer les magnifiques toiles du plus grand musée du monde. Donc voilà, un peu de nostalgie et de mélancolie de ma part. Donc je me suis dit qu'un bon moyen de soigner tout ça, c'était justement vous parler de mes pépites culturelles du moment, qui nous montrent que voilà, il n'y a pas besoin d'être en Russie pour apprécier sa culture. Et je précise tout de suite que ça va être des favoris culturels soit russes, soit russophones, soit tout simplement autour de l'histoire de la Russie. Et pourquoi je dis ça? Parce que la première chose dont je voudrais vous parler, évidemment, je peux pas attendre la fin de la vidéo pour aborder ce sujet, c'est la musique. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai découvert un groupe de cold wave biélorusse qui m'a retourné le cerveau et je ne pense absolument qu'à ça. Alors il se trouve que c'était déjà visible derrière moi depuis le début de la vidéo. Mais voilà, il s'agit du groupe Molchat Dama, qui donc est un groupe biélorusse mais qui chante en russe. Et voilà, ça m'a complètement chamboulé, j'ai l'impression de redécouvrir ce que c'est qu'écouter de la musique. Et alors si vous êtes observateur, observatrice, vous allez me dire mais pourquoi elle dit Molchat Dama alors que c'est un O avant le M? Eh bien c'est parce que en russe, le O qui n'est pas accentué est prononcé comme un A. Et en l'occurrence là, c'est le A qui est accentué, donc le O se prononce comme un A. Pourquoi faire les choses simples, finalement? Je ne sais pas. Как правильно, молчат дома или молчат дома? Молчат дома. Как часто название группы произносят неправильно? Всегда. 90%. Вас это раздражает? Ну, не особо. Mais voilà, donc Molchat Dama, c'est un coup de cœur incommensurable. Moi, je savais pas que j'aimais la cold wave et ce genre de choses. C'est musique un petit peu lente, un petit peu mélancolique. Je trouve que c'est pas du tout déprimant ou triste ni rien. C'est juste hyper mélodieux et hyper poétique en fait. Il y a vraiment des chansons, mais c'est trop beau quoi avec la langue russe, mais j'en peux plus quoi. Je vais vous mettre évidemment des extraits pour vous montrer quelques chansons que j'adore par-dessus tout et qui font vibrer mon cœur. Своего бога, а дома молчат, ничего не говорят. С этого окна кто-то смотрит на тебя. Et vraiment, si vous aimez le punk, le post-punk, la new wave, je ne peux que vous recommander d'écouter parce que c'est vraiment génial. Et là, notamment, vous venez de voir un extrait d'une session live que je vous recommande à 3000%, qui dure pile poil 10 minutes, mais qui est absolument sublime et impeccable. Et c'est la meilleure entrée en matière, je pense, pour découvrir ce groupe parce qu'ils sont vraiment trop fortiches et c'est parfaitement bien exécuté. Donc voilà, je les adore. Du coup, plus globalement, au-delà de Molchat Dama, j'ai aussi fait mes recherches pour découvrir d'autres artistes russophones. J'ai fait une playlist aux petits oignons, vraiment une sélection au poil avec plein de chansons que j'adore d'artistes différents. Donc je vous conseille d'aller écouter si la musique russophone, ça peut vous botter. Et au-delà de la musique en elle-même et de la prouesse artistique, il y a un sujet qui m'intéresse en particulier, c'est tout l'héritage musical des pays de l'ex-URSS, parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant, qui mêle à la fois l'histoire, la géopolitique et les arts, parce que évidemment en fait, quand on est un groupe biélorusse, même aujourd'hui en 2021,
Et bah quand on fait de la musique, ça n'a pas la même résonance que quand on est un Français ou un Anglais qui a pu vivre vraiment aux premières loges toutes les périodes musicales qu'on a connues pendant ces précédentes décennies. Parce que voilà, il faut savoir que dans les années 60, 70, 80, et ben pendant que l'Occident s'émerveillait devant les différentes générations de rock, de punk, de métal, etc., et ben en URSS, c'était hors de question que les jeunes puissent écouter cette musique occidentale décadente, qui n'était pas du tout, semble-t-il, compatible avec les règles du parti. C'est pour ça qu'à l'époque, en URSS, la culture rock était vraiment très littéralement underground, parce qu'on se passait des disques sous le manteau qu'on avait réussi à importer de l'Ouest. Voilà, il y avait vraiment tout un réseau de contrebande pour essayer de se procurer de la musique occidentale. Quand on voulait jouer de la musique, et bah évidemment on pouvait pas aller dans un magasin pour s'acheter une guitare, donc il fallait la fabriquer soi-même ou essayer de détourner des guitares acoustiques traditionnelles pour se faire des guitares électriques. Il fallait vraiment redoubler d'inventivité quand on était un jeune soviétique et qu'on voulait avoir un goût de la musique rock en URSS. Finalement, dans les années 80, les choses se sont un petit peu assouplies et c'est comme ça qu'on a vu naître le plus grand groupe de rock russe qui s'appelait Kino, qui était l'idée par Viktor Tsoï, le chanteur. Qui a donc officié pendant les années 80 jusqu'en 1990 quand malheureusement le chanteur est mort dans un accident de voiture. Mais voilà, il a énormément marqué les esprits et il était extrêmement apprécié en Russie. Même si voilà, encore une fois, il fallait écrire des paroles qui ne soient pas polémiques, il fallait quand même être approuvé par le parti, donc voilà, ça restait quand même encadré. Si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, je vous recommande la Bible francophone sur le sujet qui s'appelle Back in the USSR de Joël Bastoner, qui s'attache à décrire comment est née finalement cette contre-culture en URSS qui a permis de faire vivre le rock malgré la censure, donc c'est excessivement intéressant. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet sur un format un petit peu plus court, je vous conseille la vidéo de Maxwell qui s'appelle Tchernobyl, métal et guerre froide, les épées de l'Est, qui raconte justement comment s'est développée cette contre-culture rock puis métal en URSS malgré la censure. Et dans le même esprit, il y a aussi une émission de France Culture qui est disponible en replay, qui dure 1 heure et qui s'appelle Leningrad 1980, le rock au pays des soviets, qui reprend aussi ces éléments historiques avec plein d'extraits musicaux, voilà, pour se plonger un petit peu dans cette ambiance de rock soviétique. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne par-dessus tout. Je trouve que voilà, c'est très très intéressant de voir les résonances de cette histoire dans la musique d'aujourd'hui. Alors, passons à la suite. Eh bien, depuis le précédent épisode de mon épopée linguistique, j'ai acheté le manuel de russe A6000. C'est un manuel qui est fait pour les autodidactes comme moi et vraiment je le recommande parce qu'il est hyper complet et hyper pédagogique. Là, ça fait presque 1 mois que tous les jours, je fais une leçon de 30-40 minutes de russe et je vois vraiment mes progrès à chaque fois. Je vois que je comprends de mieux en mieux. En fait, tous les jours, sur chaque leçon, on a donc un dialogue à lire. J'ai aussi les dialogues en version audio que j'écoute, que je réécoute, etc. pour bien saisir la prononciation. Je répète ce que j'entends. Ensuite, on a des exercices d'écriture et de compréhension. Il y a tout un tas de notes à chaque fois pour expliquer les petites subtilités de prononciation, les subtilités de grammaire. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit « Ah oui, au fait, oublie pas de lire ça comme ça, de prononcer ça comme ça, oublie pas cette règle de grammaire, etc. » C'est ultra complet et je suis extrêmement satisfaite. Et puis surtout, j'ai complètement lâché toute forme d'application mobile parce qu'en fait, à force de progresser dans le manuel, je me suis rendu compte que par comparaison, les applications mobiles, qu'elles soient gratuites ou payantes, peu importe, avaient vraiment 2 défauts majeurs qui sont, je pense, insolubles. C'est qu'il n'y a pas vraiment de socle de connaissances. Parce qu'en tout, j'ai testé 4 applications, j'ai testé Mondly, Drops, Duolingo et Babel. Alors peut-être que Babel est un petit peu au-dessus du lot parce qu'elle est plus complète. Le problème, c'est que les applications, elles sont vraiment tournées sur le vocabulaire et le fait de te faire employer certains mots dans des phrases. Voilà, t'as une phrase à trous, tu dois trouver quel est le mot à mettre. Sauf qu'en fait, en réalité, souvent, tu arrives à le déduire parce que les autres mots correspondent pas du tout ou voilà, ça sonne pas correctement. Tu es pas vraiment en train d'acquérir une logique et de comprendre comment la langue fonctionne parce que tu es juste sur presque un jeu quoi. Et le problème c'est que voilà, t'es presque trop concentré sur le fait d'avoir des bonnes réponses et t'es pas tellement concentré sur le mot que t'es en train d'apprendre, sur sa prononciation. T'as pas forcément des notes qui t'expliquent la grammaire, les déclinaisons, la conjugaison. Donc voilà, c'est très expéditif. T'as l'impression qu'une fois que t'as une bonne réponse, et ben en fait c'est bon, le mot il est acquis, il est appris, hop,
tu passes à autre chose, alors qu'en fait non, tu es plutôt en cours d'acquisition du mot, du vocabulaire. Et le deuxième défaut majeur des applications, qui est pour le coup totalement insoluble à mes yeux, et bah c'est le format lui-même en fait. C'est le fait que sur un smartphone, on est en 2 dimensions. Mais je pense que la 3 dimensions et la notion d'espace est hyper importante dans l'apprentissage. Parce que typiquement, souvent quand je commence une nouvelle leçon, des fois je me dis « Ah tiens, ce mot me dit quelque chose, je l'ai déjà vu avant, je me souviens plus comment il se décline, je me souviens plus comment fonctionne cette règle de grammaire. » Et donc du coup, je reviens en arrière en me disant « Ah oui, je me souviens que dans telle leçon c'était expliqué, que dans telle leçon on avait vu ces mots de vocabulaire. » Et donc j'ai besoin de fixer en fait mon apprentissage dans l'espace, ce qui est donc totalement impossible dans une application mobile, quoi, parce que comme je le disais juste avant, t'as pas une sorte d'historique de toutes les phrases que t'as lues, de tous les exercices que t'as fait, t'as pas une liste des leçons qui sont structurées, c'est volatile quoi. Donc ça aussi je trouve que c'est une lacune des applications de langue. Dans la continuité de mon apprentissage du russe, j'ai acheté le recueil de poèmes Requiem d'Anna Armatova. En fait, c'est une poétesse russe de l'époque stalinienne qui était issue d'un milieu bourgeois, donc qui était évidemment une cible du régime politique. Elle était totalement interdite de publication, il était hors de question que les Russes puissent lire des ouvrages écrits par Anna Armatova, mais elle avait quand même besoin de partager ce qu'elle vivait et ce que la Russie entière vivait à travers ses poèmes. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appris par cœur ses œuvres, elle les a récitées autour d'elle, son entourage a récité ses poèmes autour d'eux, etc., etc. Et de fil en aiguille, grâce à cette restitution orale, eh bien ces poèmes se sont transmis à travers la Russie. Elle est devenue une poétesse extrêmement importante pour les Russes, parce que voilà, elle décrivait très précisément la douleur de ce que les gens vivaient à cette période. Anna Armatova elle-même, elle a perdu son mari qui a été fusillé suite à la révolution d'octobre. Son fils a été emprisonné pendant plusieurs années, et donc évidemment ça l'a énormément marqué, et ce qu'elle vivait elle, bah, c'était aussi ce que vivaient des milliers de Russes dans le pays. Donc voilà, c'est pour ça que ces poèmes étaient extrêmement importants et avaient une résonance toute particulière dans le cœur des Russes. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être vraiment très instructif de me plonger dans la langue russe à travers un ouvrage culturel extrêmement important de ce pays. Et du coup, je l'ai acheté en version bilingue, avec le russe à gauche, le français à droite. Et je trouve que ces poèmes sont vraiment absolument magnifiques et très tristes. Et c'est vraiment le témoignage d'une époque, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement passionnant et très fort et très lourd de sens. Il fut un temps où ne souriait que le cadavre heureux de son repos. Comme un vain appendice se balançait Léningrad près de ses prisons. Et quand, fous de souffrance, partaient des régiments de condamnés, les locomotives leur chantaient le bref chant d'adieu. Les étoiles de la mort planaient sur nous, la Russie innocente se tordait de douleur, sous les bottes ensanglantées, sous les pneus des noirs fourgons cellulaires. Donc si vous cherchez à lire de la poésie écrite par une poétesse, je vous recommande chaudement Anna Armatova, parce que voilà, ses poèmes sont magnifiques et surtout sont extrêmement lourds de sens et revêtent une importance toute particulière dans l'histoire de la Russie. Alors ensuite, j'aimerais vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'intitule Stalingrad et qui est écrit par Antony Beevor. Alors voilà, le nom est assez explicite. Il s'agit d'un livre historique qui raconte la bataille de Stalingrad ainsi que ses prémices. Pour replacer le contexte, en 1939, l'Allemagne et la Russie avaient signé un pacte de non-agression réciproque qui a cependant été brisé par Hitler qui a décidé d'envahir la Russie le 22 juin 1941 pour arriver jusqu'à Stalingrad en 1942. Donc la bataille de Stalingrad qui a débuté le 23 août était censée, selon les Allemands, durer quelques semaines et en réalité s'est poursuivi jusqu'en février 1943, ce qui signifie donc que les armées se sont retrouvées à se battre en plein hiver, ce qui historiquement a toujours été un avantage pour les Russes qui connaissent bien mieux leur territoire et bien mieux leur météo que leurs envahisseurs. Donc voilà, ce n'est pas sans rappeler la campagne de Russie de 1812. En bref, si vous aimez les livres historiques, que vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode militaire, eh bien je vous recommande chaudement cet ouvrage parce que Antony Beevor c'est vraiment une référence sur ce sujet-là en particulier. Ce qui est très intéressant, c'est que l'écrivain s'est basé sur les archives aussi bien du côté allemand que du côté russe. Surtout, il a entamé ses recherches dans les années 90 à un moment où la Russie commençait à s'ouvrir et à donner accès à tout un tas d'archives inconnues jusqu'alors.
Et ce qu'il précise en introduction du livre, c'est qu'en fait, en réalité, au début des années 2000, la Russie s'est refermée et a refusé de donner accès à tout ce que lui avait pu lire quelques années auparavant. Donc en gros, il a vraiment écrit un livre sur la base de documents inédits qui sont même plus accessibles aujourd'hui. Et je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que à la base, j'ai acheté ce bouquin pour des recherches, pour un futur sujet. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Et dans l'attente, je vous recommande chaudement ce livre qui est vraiment la référence sur le sujet. Alors j'ai plus de batterie et le soleil est sur le point de m'éblouir, mais je voulais terminer en vous parlant d'une chaîne YouTube qui s'appelle NFKRZ, nom un peu cryptique, mais en tout cas elle est tenue par un youtubeur russe qui s'appelle Roman et qui fait des vidéos en anglais où il parle de sa vie en Russie et c'est excessivement intéressant. Il habite ni à Saint-Pétersbourg ni à Moscou mais à Chelyabinsk, qui est une ville au sud de la Russie assez proche de la frontière avec le Kazakhstan. Et globalement, voilà, il parle de plein d'éléments culturels différents. Il parle forcément de l'actualité qui est en train de se passer en Russie, donc c'est très très intéressant parce que voilà, il donne sa perspective en tant que Russe qui vit les choses de l'intérieur, quoi. Et ce qui me fascine, c'est que vraiment, il a un avis hyper tranché sur plein de questions politiques, il est hyper franc, hyper direct, alors que c'est pas du tout évident, quoi. Il a quand même fait une vidéo où il explique qu'en tant que youtubeur russe mais anglophone, des fois il a peur de dire un mot de trop, que ce soit mal interprété, parce que voilà, on peut être arrêté de façon tellement arbitraire en Russie qu'il dit lui-même, il admet qu'il s'auto-censure, qu'il police son langage, etc. Not many YouTubers have to deal with what I have to deal with, in the sense that their sort of like abstract enemy, the thing that they're scared of, is not some sort of mob of haters that's gonna cancel them on Twitter or like gonna unsubscribe from their channel or something because of their political views. No, my abstract enemy is an oppressive government. I mean, what's the worst thing that could happen when you get cancelled? You lose some subscribers and you lose some fans. When a government goes against you, you lose your freedom and maybe your life, you know, so... Mais voilà, il n'hésite pas à faire des vidéos pour démonter les médias russes en disant que c'est n'importe quoi, à démonter la propagande de Poutine. Russia Today also lies a lot. And shows every single world conflict, every single sort of situation in the world through the scope of what is beneficial for the Russian government. So for example, guys, all of you know that I am a very big fan of all these epic videos online, these, Putin being badass compilations that everybody loves to watch, and how people comment, yeah, Putin is a great leader, I wish we had a leader like him in America. Go ahead, take him. So yeah, Russia Today is one of the biggest sources of these wholesome Putin videos that paint him as like this great, compassionate guy. But they're missing out on a lot of other sides that Putin has to him. Il explique comment il a réussi à contourner le service militaire pour pas le faire, alors qu'en théorie c'est obligatoire en Russie. Enfin voilà, si vous avez envie d'avoir l'œil d'un Russe sur ce qui se passe en Russie, sur la culture russe, etc., si vous comprenez l'anglais, je vous recommande chaudement ces vidéos qui sont vraiment hyper divertissantes et hyper intéressantes. Bon, je n'ai définitivement plus de batterie sur mon appareil photo, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous intéresser à la culture russe, à la musique russophone, pourquoi pas d'acquérir les ouvrages dont j'ai parlé, d'écouter les podcasts, regarder les vidéos, enfin bref, voilà, de vous plonger dans cette culture qui est passionnante, ce pays qui est passionnant. Si vous avez vous-même des recommandations culturelles qui sont liées à la Russie, à l'histoire de l'URSS, voilà, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires. Allez écouter Molchat Dama, voilà, faites-vous ce petit plaisir d'avoir du russe dans vos oreilles avec du synthé et de la guitare, c'est un plaisir incommensurable. Et puis à la prochaine.